Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais qu'on a beaucoup de tables rondes en parallèle cet après-midi et que cette salle est en particulier très cachée, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on va démarrer notre table ronde sur le thème la due diligence cyber en théorie et en pratique. Donc l'exercice de due diligence, c'est un exercice auquel on est de plus en plus confronté, que ce soit en étant un investisseur ou que ce soit en tant que CISO d'une entreprise qui souhaite se développer via une acquisition. C'est un exercice qui est loin d'être encore standardisé et puis qui dépend aussi des entreprises, des enjeux et du contexte et qui peut se révéler très complexe à mettre en œuvre dans la pratique. Donc, juste pour bien cadrer le périmètre de la table ronde aujourd'hui, donc les problèmes d'évaluation, de maturité et de niveau de risque, c'est des problématiques qu'on peut rencontrer lors de différents contextes. Donc, par exemple, que ce soit sur la cyberassurance ou l'évaluation de maturité d'un sous-traitant. Aujourd'hui, on a choisi pour cette table ronde de se concentrer sur le sens originel en fait de la due diligence, et donc de se concentrer sur des contextes de cession et d'acquisition. Ça ne veut pas dire que les problématiques qu'on va aborder aujourd'hui sont toutes inapplicables sur le reste, mais on va aborder spécifiquement celles du contexte de cession et d'acquisition. On va donc voir avec nos participants aujourd'hui donc le sujet de la due diligence cyber. On va commencer par rappeler quels sont quel est l'exercice exact et quels sont ses enjeux, comprendre aussi l'enjeu en fonction du contexte dans lequel il intervient. On va évidemment discuter des différentes méthodologies, outils qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un exercice de due diligence cyber, et on va discuter des difficultés et des limites de ces méthodes quand on confronte finalement la théorie avec la pratique et l'application dans le monde réel. Enfin, pour rester sur une note positive, on discutera des différents contournements et des bonnes pratiques à adopter pour ces exercices de due diligence cyber. Évidemment, on réservera quelques instants pour les questions à la fin de la table ronde, donc n'hésitez pas à les garder pour la fin. Donc à mes côtés pour échanger sur le sujet et mieux comprendre comment on fait face à cette problématique et à ces enjeux, on a autour de la table, donc voilà, je vais le faire dans l'ordre de la table. Donc on a à mes côtés donc Vincent Marais qui est partenaire cybersécurité et privacy chez KPMG. Bonjour. On a donc Valentin Beaumont, donc notre expert cyber et notamment lead sur l'offre détection de fuite de données chez Lexfo. On a également Raphaël Compagnon, Managing Director Corporate Finance Tech et Digital chez Edmond Rothschild Corporate Finance. Bonjour à tous. Et notre dernier participant, Hervé Malocena, Founding Partner chez Move Capital. Donc merci à tous les quatre de vous être rejoints à cette table ronde et d'apporter à la fois l'expertise cybersécurité et l'expertise plutôt M&A pour avoir un petit peu les deux sons de cloche. Et je vais finir ce tour de table par moi-même. Donc Chloé Molinari, je suis manager chez Invent donc sur la cybersécurité et donc je porte notamment la partie M&A. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc maintenant que l'introduction est faite et que les présentations sont faites, on va rentrer dans le dur du sujet. Donc pour commencer, on va se poser la question de base qui est qu'est-ce que réellement l'exercice de due diligence cybersécurité. Et donc on va commencer avec Raphaël. Donc merci. Tout d'abord, en fait, quand on revient au due diligence, il faut savoir que ça s'inscrit dans un processus. Et dans un processus, on va dire qu'il y a deux principales phases. La phase 1 où en fait on demande à des investisseurs ou des acquéreurs de se prononcer sur un prix et des conditions. Et ils le font en fait en ayant analysé la société sur des déclarations, de l'information communiquée par la société, et notamment à travers de questions-réponses. Une fois qu'on reçoit les offres, on a justement les investisseurs ou les acquéreurs qui cherchent à faire des vérifications complémentaires, et notamment donc des due diligence. Ces due diligence elles peuvent être de plusieurs ordres, financières, fiscales, juridiques, sociales, commerciales et techniques cyber. Souvent, donc, de plus en plus, en fait, ces investisseurs cherchent à évaluer le risque. Donc, au travers de cette due diligence, et notamment donc, le risque technique et cyber, parce qu'en fait, finalement, un risque mal évalué, c'est une diminution de la valeur ou du prix mécanique que ces investisseurs pourraient payer. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, finalement, ces dernières années, le sujet cyber sur la table, dans les discussions, dans les due deals.
historiquement de plus en plus au regard de la montée des cyberattaques, mais surtout c'est quelque chose maintenant désormais qui est abordé par le prisme du dit technique et de plus en plus de manière spécifique avec des audits cyber. Voilà, donc voilà pour un peu le cadre dans lequel ça s'inscrit. Et le mieux en fait quand finalement pour anticiper cette phase-là, c'est plutôt de préparer les choses en amont, parce que finalement rien de pire que subir finalement des due diligence et d'être réactif. Donc tous ces processus de due diligence et notamment cyber s'anticipent en amont, notamment en fait il est possible de faire des vendor due diligence. Effectivement, merci Raphaël. Donc tu l'as dit, la due diligence cybersécurité, c'est que ça devient un incontournable. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que la due diligence cyber, est-ce que la cybersécurité, c'est un deal breaker dans ce type de contexte? Et, finalement, c'est quoi l'enjeu d'une due diligence cybersécurité? Alors, j'ai pas encore vu en tout cas de mon côté, de deals qui ont cassé en fait à cause de la partie cyber. Il peut y avoir des cas extrêmes où en cours de process finalement la société subit une cyberattaque. Après tout dépend en fait de sa capacité à répondre et ça peut fragiliser forcément un deal. Et donc on parle pas plutôt de deal breaker mais plutôt de deal changer si finalement ce risque cyber est mal encadré. Comment finalement ça peut prendre cette forme, c'est que au travers de l'audit technique et l'audit cyber, en fait il peut y avoir un certain nombre de risques qui peuvent créer des portes ouvertes en fait à de plus gros risques. C'est des risques de fuite de données, d'attaque, et aussi des risques en fait le jour en fait de l'investissement, en fait que la valeur aussi perdent mécaniquement. Ce qui se passe, c'est qu'un hacker est héroïste par nature. Des sociétés qui sont sous le radar en fait des hackers parce qu'on n'a jamais communiqué. Du jour au lendemain, on annonce une grosse levée de fonds. Forcément, ça remonte la société dans les radars et ça peut créer, si cette société n'a pas très bien été justement une bonne hygiène cyber, peut créer finalement des potentiels fuites de code avec des hackers étrangers qui du jour au lendemain peuvent sortir toute la propriété intellectuelle de la société. Ces dernières années également, il y a eu la montée de l'encadrement des risques RGPD et de la même manière, cette fuite de données peut créer un risque cyber. C'est gérable pour un fonds d'investissement, surtout s'il investit en minoritaire, même si on préfère éviter ce genre de risque. Ça l'est moins pour un grand groupe qui a une taille critique et dont l'amende peut être un deal breaker. Il y a certains investisseurs, pour le coup, sur la partie risque RGPD, et donc implicitement, si la cyber est mal gérée, peuvent pour eux être... ne regardent pas le dossier au début, si c'est trop mal encadré. Donc, en cela, ça pourrait être un deal breaker pour certains gros groupes cotés qui ont une politique RGPD très stricte, qui ne veulent prendre aucun risque sur la partie fuite de données. Et donc, c'est des choses à très bien encadrer en amont. Merci Raphaël. Donc là, on a eu principalement l'enjeu d'un point de vue, acquéreur financier. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi les différents enjeux en fonction du type d'acquéreur. Donc on va avoir les acquéreurs financiers et puis les acquéreurs qui vont être plutôt stratégiques et donc qui vont avoir vocation à intégrer l'entreprise qu'ils vont acheter. Et donc on va avoir des enjeux plus poussés et différents que ceux-là. Du coup, Vincent, est-ce que tu peux nous développer les enjeux pour avoir ces acquéreurs stratégiques? Alors, d'une manière générale, en effet, comme Raphaël, moi, j'ai jamais vu de deal breaker. Mais quand on fait des due deals cyber pour un acheteur, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision globale de la maturité de l'entreprise. Mais surtout, le résultat attendu, c'est qu'est-ce qui doit être fait pour amener la cible au niveau de maturité attendu, minimal, approprié, quel que soit le terme, et surtout combien ça coûte de remédier aux lacunes qui ont été identifiées. Donc, quand on fait une new deal
côté acheteur. Ce qu'il faut, c'est identifier donc des lacunes, par exemple, je ne sais pas, l'équipe cybersécurité n'est pas assez staffée, il n'y a pas d'EDR sur les stations de travail, il n'y a pas de SOC, et puis il faut chiffrer, donner des estimations de combien ça coûte de recruter et puis de payer un ingénieur cybersécurité pour aider le RSSI, combien ça coûte de mettre des EDR sur le parc de workstation, combien ça coûte de souscrire un service de SOC. Alors évidemment, c'est des estimations, hein, c'est des fourchettes, mais au fil du temps, on a une vision du marché, on a des ABAC qui permettent de sortir ce chiffre-là, qui bien entendu a un impact sur la valeur, que l'acheteur est prêt à mettre, parce qu'il est évident qu'il doit prendre en compte les frais de remise à niveau dans son équation. Voilà. Alors dans le cas des entreprises, dans le cas des deals, des acquisitions stratégiques avec intégration de la cible dans le groupe acheteur, il peut y avoir des cas où pour remédier, on peut utiliser par exemple des contrats de licence que l'acheteur possède. Alors bon, si la cible n'est pas trop grosse bien sûr, on peut aussi intégrer la cible prévoir d'intégrer la cible dans des services de cybersécurité que le groupe possède déjà, comme par exemple un SOC. Et évidemment, ça a un impact sur le coût. Et puis, on peut même envisager des TSA cyber. Alors les TSA, c'est les Transaction Service Agreements, c'est typiquement, alors ça se fait beaucoup en IT, c'est-à-dire que le vendeur va continuer à délivrer des services IT ou cyber, le cas échéant, à la cible après la vente, hein, pendant quelques mois ou même un peu plus. Et ça aussi, c'est des stratégies qui ont des coûts, et donc ça fait partie des choses des résultats d'une due deal cyber qu'on réalise pour des acheteurs. Et puis dans le cas bien sûr d'une acquisition stratégique avec intégration, il faut aussi se dire qu'un beau jour il y aura des personnes qui vont connecter des réseaux, et donc qu'à ce moment-là il faut quand même avoir un peu prévu le coup qu'il n'y ait pas au sein de la cible des lacunes, des failles qui tout d'un coup représentent un risque pour le réseau informatique, pour le système d'information de l'acheteur. Donc ça fait aussi partie des remédiations à prévoir, et donc pour lesquelles il faut sortir les coûts de remise en ordre. Voilà. Très bien, merci Vincent. Donc ce qu'on retient ici, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour la suite, c'est que les enjeux vont quand même être assez différents en fonction du type d'acquisition et de ce qu'on veut en faire après, et que c'est aussi, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi un des éléments à avoir en tête pour définir sa stratégie de due diligence. Et alors maintenant qu'on a discuté des enjeux et du contexte, etc., on va rentrer un peu plus dans le fond du sujet avec toi, Valentin. Donc, pour discuter, quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées lors de ces due diligence cyber ? Alors déjà, dans les due diligence cyber, il va y avoir deux grandes familles, on va dire de méthodes, en tout cas deux points de vue, donc qui peuvent être exclusives et ou jouer en fait en même temps ou de façon séquentielle. Donc c'est d'abord des méthodes, on va dire d'audit un petit peu externe. Donc on va essayer d'évaluer la maturité de la cible au travers son empreinte numérique. Donc les services qui sont exposés, la cartographie, est-ce que les services semblent durcis, est-ce que des fuites de données concernent l'entreprise, est-ce que son secteur est à risque, voilà, est-ce que le type d'asset, est-ce qu'elle a déporté beaucoup de son infrastructure sur des services en cloud ou des choses comme ça. On va pouvoir du coup essayer de vérifier est-ce qu'elle respecte en tout cas d'un point de vue externe les réglementations et les bonnes pratiques, on va dire numériques et techniques qui pourraient s'appliquer. Et donc on va faire des recherches de fuite de données pour essayer de trouver des documents de propriété intellectuelle, des identifiants, potentiellement des morceaux de code source d'application. Si c'est un éditeur logiciel par exemple et que les développeurs sont un petit peu bavards, soit sur des forums techniques où ils vont peut-être dévoiler
dévoiler des traces d'erreurs, donc qui vont contenir des morceaux de code, des appels à des librairies, des fois des identifiants. Ça peut être des fois des fuites de données un petit peu plus discrètes, avec la publication de code source sur des repositories comme GitHub, comme GitLab. On va versionner le code, on va pas vraiment faire attention aux paramètres de confidentialité, et du coup on va exposer cette information à l'ensemble des acteurs qui peuvent aller regarder. On pourra aussi utiliser tout ce qui est les plateformes en fait de rating. Alors il y a des plateformes type BitSight qui vont donner un score qui est calculé sur des algorithmes qui sont pas publics, mais qui vont prendre tout un tas de marqueurs techniques, en tout cas évaluables, pour essayer de voir quel est le niveau de sécurité, quelle est la note qu'on leur attribue sur des points un petit peu très arbitraires, les certificats, le déploiement, est-ce qu'il y a du shadow IT, des choses comme ça. Et donc pour compléter ces méthodes non intrusives, on va pouvoir faire des méthodes un petit peu plus intrusives qui vont nécessiter souvent une collaboration de la part de la société qui vise à se faire racheter pour mener des investigations un petit peu plus poussées, donc avec des entretiens, des interviews avec les équipes techniques, avec les équipes de gestion, pour comprendre un peu la sécurité, les process déployés au sein de l'entreprise pour garantir la sécurité, en tout cas faire que tout puisse bien se passer, est-ce qu'il y a des politiques de classification des données, des choses comme ça. Essayer de tirer le maximum d'informations, voir s'il colle aux bonnes pratiques, aux règles d'hygiène de l'ANSSI, est-ce qu'il y a un guide d'accueil pour des bonnes pratiques, la sensibilisation à la sécurité. Donc voilà, avec des interviews, tout ce qui est revue documentaire, on va analyser la PSSI, tous les documents techniques, organisationnels qui ont trait à la technique et aux bonnes pratiques, la politique de mot de passe, des choses comme ça. Et on va également potentiellement faire des audits, donc des pentests, des tests d'intrusion sur tout ou partie du SI, des applications. Par exemple, un éditeur logiciel, ce serait intéressant d'avoir les rapports d'audit précédents s'ils ont été faits, de réaliser un audit un petit peu indépendant pour voir quel est concrètement le niveau de sécurité à l'instant T, juste avant le rachat ou pendant les négociations, pour essayer d'avoir ces informations. Très bien, merci Valentin. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'il y a effectivement un ensemble il y a tout un catalogue, tout un panel de façons d'effectuer cette due diligence. Donc je pense même que certaines des plateformes qu'on a mentionnées sont peut-être en bas également. Et donc chacune de ces méthodes va avoir ses forces et ses faiblesses, parce qu'effectivement il y a des méthodes qui vont être intrusives et nécessiter une collaboration active, versus d'autres qui vont l'être beaucoup moins, mais dont les résultats peuvent être discutables. Du coup, Valentin, est-ce que tu peux me parler un peu plus des limites des méthodes que tu as développées tout à l'heure ? Oui, bien sûr. Alors, les limites, c'est déjà tout ce qui est plateforme de rating, c'est des algorithmes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas les points qu'ils vérifient, ils appliquent une note arbitraire qui est normalement basée sur des critères techniques, mais c'est compliqué à évaluer. En tout cas, on peut comparer deux entreprises sur un périmètre qu'ils voient, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont voir, quelle est la complexité, ou en tout cas le focus qu'ils font sur certains éléments. Donc ça va avoir des éléments sur la vue, le prisme qui est occupé. Ils ne seront pas forcément sur le bon périmètre qui va concerner. Par exemple, pour un éditeur logiciel, la solution ne sera peut-être pas exposée sur Internet, et du coup ça va être, c'est du on-premise ou c'est derrière une mire d'authentification. À l'évaluer la sécurité par une plateforme externe, ça reste un petit peu compliqué. Et du coup, une autre limite, c'est par exemple pour tout ce qui est recherche de fuite de données, vous allez chercher avec les données en source ouverte, donc toute l'information qui est disponible sur une entreprise, sur ses process, sur ses produits, sur ses clients. Mais par exemple, vous n'aurez pas les noms de projets internes, vous n'aurez pas potentiellement des noms de domaines internes, enfin des éléments techniques un petit peu évidents, des marqueurs d'une fuite d'informations un petit peu plus importante qui pourrait concerner des données internes de l'entreprise, des organigrammes, des documents, des brevets, des choses comme ça. Donc on va avoir cette limite un petit peu de la connaissance et de ce qu'on a bien voulu nous donner. Et pour tout ce qui est les pentests, les tests d'intrusion, donc les tests d'intrusion c'est un instant T, donc on va avoir le résultat, alors soit des résultats d'audit précédents, donc quand on dit c'est tout vert, c'est tout rouge, ou alors le résultat de l'audit qu'on aura mené, mais il sera valable qu'à l'instant T, rien ne dit que la situation puisse changer. Ensuite, en termes de limites, on a la capacité à les mettre en œuvre, parce que souvent la société qui se fait racheter, alors suivant les contextes, peut être assez ouverte à ce genre de pratiques, c'est-à-dire ils vont ouvrir un petit peu leurs équipes techniques, leur base documentaire, faire une data room un petit peu complète avec l'ensemble des éléments, ils vont participer activement, ils vont mettre à disposition les interlocuteurs pour extraire de l'information, mais ça risque aussi d'être un petit peu superficiel, c'est-à-dire qu'en interview, les gens vous disent bien ce qu'ils ont envie de vous dire, et que s'il n'y a pas forcément de process
process, si on n'a pas une vue interne un petit peu de l'entreprise un petit peu plus complète, on n'aura qu'une photo un petit peu parcellaire des bonnes pratiques de sécurité, de l'application de la sécurité au sein de l'entreprise. Et ça, c'est le cas où les personnes veulent bien dialoguer. Des fois, on a des complications avec des interlocuteurs qui ne sont pas disponibles, qui rechignent un petit peu, qui donnent des fausses informations, des informations très très partielles. Il y a aussi, ça arrive souvent, les audits sont décalés dans le temps parce qu'ils ont tous les interlocuteurs, ils ont tout d'un coup mis des délais importants pour répondre. Du coup, on se retrouve, en fait, ils sont dans des situations, ils essaient de corriger rapidement avant qu'on aille voir, et ça aide pas le processus en termes de fluidité pour des process qui sont censés quand même se dérouler dans un temps assez contraint. Donc ça peut être un petit peu problématique pour bien évaluer les différents éléments. Et du coup, des fois, pour avoir vraiment la vue complète et évaluer de façon fiable le niveau de maturité d'une société, des fois, il faut attendre que le deal soit fait ou d'avoir des accès vraiment complets. Et du coup, ça peut limiter, ou en tout cas compliquer la récupération d'informations techniques. Et c'est vrai, peut-être pour compléter, qu'il y a un petit conflit d'intérêts entre la volonté de transparence de l'acquéreur et la volonté de confidentialité du vendeur. Donc en fait, on est dans des phases de deal en général où en fait souvent c'est des deals très confidentiels, et d'autant plus pour la société vendeuse. Ils veulent mettre au dernier moment en fait les équipes au courant pour pas perturber en fait la société si le deal n'allait pas au bout. Donc en fait, il y a vraiment cette volonté en général des fondateurs ou des managers clés de faire ça au dernier moment. Or, finalement, l'acquéreur, de plus en plus, ça devient un élément structurant des audits, et avec toutes les limites que tu as évoquées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ponctuel et ça ne donne pas tout le temps la bonne image le moment venu. Et ces éléments-là, en fait, peuvent être aussi complexifiés si on est face à un acquéreur qui est proche de son business, s'il y va avec des méthodes intrusives et qui pourrait conduire à des expositions de perte de propriété intellectuelle si des audits étaient mal encadrés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile dans un processus de trouver le juste milieu, et ces phases-là, les vendeurs sont plus confiants quand on a une plus grosse certitude sur le deal. Donc après, un des éléments qui peut être fait, c'est de séquencer en fait les niveaux de granularité des audits au cours d'un processus. Ça se fait en fait typiquement quand on est avec un acquéreur qui a un concurrent sur la partie client. On disclose les noms ou les contrats clés au dernier moment. De la même manière, je ne l'ai pas encore vu, mais on pourrait séquencer une partie des audits à la toute fin, quand en fait on a sécurisé un bon nombre de paramètres de deal. Merci Valentin, merci Raphaël. Donc on l'a vu, les méthodes qu'on avait, qui étaient d'une part les méthodes qui sont externes, non intrusives, ont une crédibilité qui est toute relative à ce qui est visible de l'extérieur, et les méthodes qui sont intrusives sont plus complexes à mettre en œuvre parce qu'elles nécessitent un engagement et une volonté de transparence de l'entreprise qui va potentiellement être acquise et qui parfois ne se produit pas toujours, et qui mène à avoir peut-être une vision floue ou alors une vision précisée très tardivement dans les phases de deal. Donc pour parler pour pas peindre une image trop noire de l'exercice de due diligence cyber, parce que c'est pas toujours le cas, et puis il y a des façons de pallier à ces limites. On a quand même des choses à faire, des méthodes, des contournements. Est-ce que tu peux les développer, Vincent ? Oui, je confirme que les due deal acheteurs, c'est des exercices qui sont assez intenses. En plus, souvent, il y a plusieurs acheteurs potentiels, donc il y a plusieurs équipes d'auditeurs qui sollicitent les mêmes personnes au sein de la cible. Donc ça rajoute. Donc c'est des exercices qui sont en temps très contraint, hein. C'est quelques jours. Quand on a plusieurs semaines, c'est déjà très confortable. Et en fait, il faut, je pense, pour un auditeur, se dire qu'on n'est pas dans une situation confortable, parfaite, et qu'il va falloir faire avec ce qu'on a. Donc, on a parlé de la data room. Alors, data room, on peut y trouver
tout et n'importe quoi, enfin je pense qu'on peut le dire, hein. Et donc parfois on cherche, et puis alors, parfois il y a quelques pauvres documents qu'on essaie de recoller au sujet, c'est pas toujours facile, parce que, et comme il a été dit, quand vous avez un deal où seul le COMEX est au courant, bah, le RSSI n'est pas au courant, donc on ne peut pas interroger le RSSI, on ne peut pas faire d'expert session avec le RSSI pour se faire expliquer les choses. Donc c'est parfois compliqué, et en fait c'est un exercice en information incomplète. Et donc il faut bien sûr avoir ces référentiels. On a parlé du guide d'hygiène de l'ANSSI, il y a le NIST, mais il faut savoir, à mon avis, très rapidement s'en détacher. Parce que si on essaye de cocher la case et d'avoir une réponse à chaque point de contrôle, c'est pas possible, quoi. On va se noyer. Et donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, avoir des auditeurs qui ont un peu de bouteille, qui ont vu pas mal de contextes, qui ont fait un certain nombre d'audits de maturité cyber, et qui sont capables, je ne dis pas d'y aller au flair parce que ce serait pas très, voilà, mais qui sont capables de savoir un peu où ils vont et rapidement d'avoir une vision globale et en même temps assez précise des lacunes, et de là où il y a des choses inacceptables, là où il faut remédier, et comme je le disais tout à l'heure, combien ça coûte. Alors en effet, ensuite au fil du deal, on peut avoir déjà le deal, par exemple, tout d'un coup il est rendu public, donc boum, on a accès au RSSI, donc on peut aller le voir, on peut lui poser des questions, on peut en effet avoir une relation avec la cible où en effet on peut demander, on peut faire des investigations plus poussées qui nécessitent soit l'autorisation comme des tests d'intrusion, soit une collaboration active comme des relevés de configuration, des relevés d'architecture. Et puis il faut aussi, je pense, ne pas s'interdire d'utiliser le levier contractuel avec les conventions de pré-closing, avec les conditions de closing, pour dire il y a tel jalon qui vont être suivis, et puis à tel jalon on fera quelque chose de plus précis, on fera, je sais pas, un test d'intrusion, etc. Et puis il faut aussi, mais là c'est plus trop pour se faire un avis, mais c'est pour déjà être dans le mouvement du closing, être en départ lancé pour le day one, avec qu'est-ce qu'on veut faire juste avant, par exemple un audit de compromission pour vérifier que dans les serveurs de la cible il n'y a pas des malwares, donc un truc beaucoup plus poussé que simplement une due deal classique. Et puis aussi, qu'est-ce qui doit être fait juste après la connexion des réseaux, comme par exemple surveiller la dite connexion, changer les règles du SOC, les adapter, intégrer la cible dans des outils de cybersécurité de l'acheteur. Merci Vincent. Donc, en résumé, donc il faut être confortable avec l'inconfort de ne pas avoir une vue complète et totale et claire, et essayer de cadencer et d'acquérir progressivement une vue plus en plus concrète et précise de la maturité avec ces différents outils, etc., qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, on pourrait se poser la question, notamment pour des entreprises qui font beaucoup d'acquisitions, donc soit parce que c'est leur stratégie, soit parce que ça va être plutôt des fonds, des choses comme ça. Ça pourrait être pertinent de standardiser une méthodologie de due diligence. Et du coup, Hervé, cette question-là, elle est pour toi. Quelle capacité à standardiser cet exercice de due diligence? Alors peut-être au global déjà, et puis sur la cyber en particulier, vu que tu as quand même une belle expertise là-dessus. Merci. Alors déjà, il faut commencer par dire que autant en tant qu'investisseur, quand on fait les due diligence sur des boîtes, dans notre cas c'est des boîtes de tech qu'on achète, où on investit donc une grosse, en gros minoritaire ou quelquefois en majoritaire, les standards émergent mais ne sont pas aussi bien balisés que quand on fait l'audit financier ou quand on fait même la due diligence USG, etc. Donc aujourd'hui, dans la
la plupart des cas, et comme l'a dit Raphaël, dans les VDD, dans les vendor due diligence, dans les rapports VDD, il n'y a pas toujours souvent il n'y a pas un volet cyber indépendant. Ça fait partie de questions ou d'une analyse un peu plus globale en général. Nous, la manière dont on fait, c'est on a un côté standardisé et un côté non standardisé. Donc, je vais revenir sur les différentes types d'entreprises que l'on regarde. En général, on a un certain nombre de questions qui sont les points qui ont été évoqués ici. Donc, est-ce que l'entreprise a des contrats de service avec des service providers, style Orange, Cyber Defense, etc. Est-ce qu'ils ont accès à une SOC? Combien de temps est-ce qu'ils sont attaqués, leur track record, etc. Donc, beaucoup d'informations quantitatives sur la défense, les systèmes de défense cyber de l'entreprise. Ensuite, on regarde également est-ce que les équipes de l'entreprise sont sensibilisées à ce sujet. Alors, les managers disent oui, on est tous sensibilisés. Je reviendrai à ce point plus tard. Mais est-ce qu'il y a des formations avec leurs employés? Est-ce qu'il y a des procédures avec leurs employés, etc. Donc, tous ces points sont couverts dans notre liste de due diligence classique pour, donc, dans notre cas, des entreprises plutôt technologiques. Et il y a une grande variance des réponses, et il y a une grande variance de la sensibilité de ces entreprises qui, si elles sont généralistes, n'est pas toujours un deal breaker pour nous. Notre philosophie, comme pour notre due diligence ESG, c'est d'avoir un point de départ quand on investit ou pas dans l'entreprise. On sait plus ou moins où on veut arriver. Le point d'arrivée va changer d'ailleurs avec le temps, ça va évoluer, c'est clair. Mais on est plutôt intéressé à discuter avec le manager. On dit, voilà les problèmes qu'on a trouvés au niveau de votre défense cyber dans l'entreprise. Voilà les standards où on veut arriver et définir un cheminement avec eux pour y arriver très rapidement. Donc ça, je dirais, c'est dans le premier panier, qui est le plus gros panier des entreprises généralistes de la tech. Après, il y a un deuxième panier où ce sont des entreprises, et ça c'est relativement standardisé. Et après, on est moins standardisé sur les deux autres paniers. Le deuxième panier, c'est les entreprises qui sont dans des secteurs plus sensibles que d'autres vis-à-vis des attaques cyber. Par exemple, on voit pas mal de dossiers dans la logistique en ce moment. Donc, on voit pas mal de dossiers dans des systèmes connectés IoT, des plateformes IoT. Bon, une boîte de logistique qui utilise la tech comme outil primaire, s'il y a un intrus et ils sont soumis, bien entendu, à des risques de ransomware très importants. Donc, ils doivent avoir un critère de protection supérieur que les entreprises généralistes. Donc là, on a une liste, je dirais, plus exhaustive, pas complètement différente, mais plus exhaustive de ces points. On fait, alors on demande, quand souvent le management dit oui, on est très sensible, etc. Fait bon, est-ce que ça vous dérange pas qu'on vérifie avec les employés clés, avec certains projets, etc. Alors quand ils disent ça les dérange, pour nous c'est pas un point positif, surtout dans les secteurs sensibles. On a fait il y a quelques mois une due diligence particulière sur le PDG d'une société qui était super sensible à tous les points de cyberdéfense, et on a trouvé son compte en banque sur le dark web, des informations très très privées qu'on lui a vite dit attention là, etc. Donc voilà, il y a un langage qui est porté. Mais pour les secteurs sensibles, il y a vraiment une nécessité de faire une analyse plus poussée, avec dans notre cas des prestataires externes, une boîte qui explore le dark web et d'autres prestataires, avec bien entendu l'autorisation du management. Et là, on partage nos conclusions avec eux, et ça peut être un deal breaker, clairement, à ce niveau. Après, le troisième panier, c'est le dilemme du chausseur mal chaussé. Donc, quand on regarde des boîtes de cyber, alors là, ils disent encore, alors le management, bien entendu, là, le critère est encore plus haut. Et là, on a au sein de notre équipe, dans notre comité stratégique, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans la cyber et qui challenge le management de manière très forte, avec toutes les équipes techniques sur le code source,
source, etc. Je suis généralement paumé au bout de 10 minutes dans ces conversations, mais j'ai la conclusion et je comprends quelques mots par-ci par-là. Mais là, il y a un rapport très détaillé qui est fait par notre spécialiste sur les forces et les faiblesses d'un cyber, de cette boîte cyber en fait, et c'est souvent une discussion assez animée, parce que ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas forcément une vérité, il n'y a pas forcément une philosophie, donc c'est assez intéressant. Et là, oui, après, il y a même ce qu'on fait, c'est qu'avec, bien entendu, l'autorisation d'entreprise, on va tester leur système et tester leur défense pour voir que, bon, en effet, ce qu'il nous dit est correct. Mais là, il y a moins de standards, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des réponse initiale au questionnaire standardisé. Donc je dirais en conclusion qu'au niveau investisseur, c'est un chemin qui est bien moins balisé aujourd'hui que la due diligence légale, que la due diligence financière, que la due diligence technique, mais qui va s'amener à se développer, et du coup il y a beaucoup de prestataires en bas qui proposent ces services, et c'est une industrie qui, je pense, avec le risque financier pour nous en tant qu'investisseurs, pour les acheteurs, qui a de très beaux jours devant elle. Voilà. Merci Hervé. Donc effectivement, une capacité à standardiser qui n'est pas encore là, et qui devra, dans tous les cas, quand elle se développera, prendre en compte toutes les spécificités du contexte. Donc on a parlé tout à l'heure des enjeux, on a parlé du type d'entreprise, du type de business qui est représenté. Donc dans tous les cas, quelle que soit cette méthodologie qui sera potentiellement développée dans le futur, elle devra quand même être assez fine-tunée pour permettre de s'adapter à tous les contextes. Voilà, donc si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas. Mais ouais. Peut-être une dernière question pour toi, Vincent, sur les bonnes pratiques et les recommandations en ce qui concerne les due diligence cyber. Alors évidemment en plus de l'affaire, bien sûr, mais est-ce que tu as des recommandations ou des bonnes pratiques à partager ? On a évoqué en effet les vendors due diligence. Donc c'est vrai que côté acheteur, c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus usité, hein, de s'assurer que, comme je disais tout à l'heure, sinon que tout était parfait, au moins qu'on sait combien ça va coûter pour amener au niveau attendu. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus donc des entreprises qui nous sollicitent pour faire des due deal côté vendeur. L'idée, c'est de se préparer à l'exercice qui, comme on l'a vu, est parfois un peu intense, pour pas dire un peu brutal, de la due deal acheteur. Donc par exemple, souvent quand on est du côté due deal acheteur, on est un peu frustré parce que en France on n'est pas très doué pour faire de la documentation, donc quand tout est basé sur la documentation, parfois c'est un peu frustrant, et donc on aide les entreprises, les cibles ou les vendeurs à préparer, à identifier, à collecter, à consolider, parfois à faire, il faut bien le dire, le corpus documentaire minimal qui permettra à un auditeur qui va venir faire la due deal acheteur de se faire une opinion et de mettre en avant les bons points, parce que parfois il y a des bonnes pratiques, mais comme elles ne sont pas documentées, elles sont un peu invisibles, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait, et en même temps, on identifie les lacunes. Alors parfois on peut aider à les corriger quand il s'agit d'un peu de documentation, mais la plupart du temps on n'a quand même pas trop le temps, et donc là c'est plutôt sur un accompagnement pour construire un plan d'action de remédiation qui pourra être montré à l'auditeur qui viendra faire la due deal acheteur. Et l'idée, c'est pas de cacher la réalité, mais c'est de la présenter sous l'angle le plus rassurant possible. Voilà. Et puis il y a aussi dans les due deal vendors, il y a aussi quelque chose qui est moins apparent, mais dans certains cas, le périmètre qui va être vendu est porteur d'expertise cybersécurité, d'outils cybersécurité, de services cybersécurité qui profitent à l'ensemble du groupe. Et donc, il faut aussi un peu réfléchir à le jour où ce périmètre sort, le jour où il y a le carve-out,
qu'est-ce qu'il advient de la maîtrise du risque cyber dans le reste du périmètre du vendeur. Donc ça aussi, ça se prépare dans des due deals, dans des vendeurs due deal. Merci Vincent. Du coup, ce qu'on a compris, c'est que l'enjeu n'est pas que de maquiller la mariée, loin de là, mais aussi de moi j'ose, pas de souci, mais aussi de voilà, protéger l'ensemble de l'entreprise, ce qui est fait sur le périmètre qui va faire l'objet d'un carve-out, bénéficier à tous, ou peut-être identifier des vulnérabilités ou des manques de documentation qui finalement pourront être comblés pour l'ensemble de l'entreprise. Pour conclure et avant de passer aux questions et aux échanges avec la salle, on s'est posé la question de prendre le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire il y a la due diligence cyber des entreprises, quid de la due diligence des entreprises cyber. Et c'est un sujet qu'on se pose notamment parce que le volume de transactions et sur les acquisitions d'entreprises spécialisées, donc comme par exemple toutes celles qui est en bas, croît énormément. Alors j'avais trouvé quelques chiffres, je crois qu'on est passé d'une petite vingtaine de milliards en 2020 à 75 millions en 2021, donc vrai sujet. Quid de 2022, probablement dans la même veine. Donc on s'est posé la question de quid des problématiques qu'on rencontre dans ces cas de due diligence sur des entreprises cybersécurité finalement. Et celle-là également, elle est pour toi, Hervé. Merci, oui, donc c'est le chausseur mal chaussé. En fait, donc on a alors quand on commence, la plupart du temps, il y a un rapport VDD cyber très détaillé sur les boîtes de cyber. Donc on commence avec un niveau d'information qui est beaucoup plus important, mais pas toujours. Parfois, on investit dans des sociétés, souvent même, où on regarde des sociétés où il n'y a pas de processus standardisé avec un banquier d'affaires qui prépare l'information. Donc là, on utilise nos templates et on demande à la société de remplir, en fait, de faire une due diligence interne sur leur défense. On analyse les réponses et là, on fait intervenir. Alors d'abord, on challenge nous-mêmes. Ce qu'on veut faire, c'est également voir le niveau d'ouverture par rapport aux questions qu'on pose sur ces sociétés. Et ensuite, là, on fait intervenir notre consultant interne, je dirais, et éventuellement un consultant externe, surtout s'il n'y a pas de VDD. Donc, je dirais c'est plus standardisé, mais la cyber, c'est un secteur qui est très très vaste en réalité. Donc, c'est aussi plus ou moins standardisé. Et en fonction de la nature de la société et du type de ces produits ou de ce software, donc il faut adapter également notre due diligence sur les boîtes cyber. Mais il y a souvent des surprises parce que par exemple, la boîte cyber qui est spécialisée sur l'antivirus, mais ils ne vont pas forcément regarder les fuites de données de leur PDG ou de leur management. Nous, on se focalise pas mal là-dessus, sur le dark web ou ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement dans ces cas-là, par exemple. Très, très clair, merci Hervé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des cordonniers mal chaussés versus les entreprises qui sont déjà très sensibilisées à la cybersécurité, finalement, on a toujours besoin de se faire accompagner d'experts sécurité, soit pour faire une due diligence cyber d'entreprise non cyber, soit pour bien comprendre le business et comment dire les applications de ces entreprises spécialisées dans la cybersécurité. Parfait, merci Hervé. Et c'était donc la dernière question de ce tour de table. Donc on va pouvoir passer aux questions du tour de table étendu sur la fin de cette heure-là. Alors je n'ai pas d'assistante micro. Donc si vous avez des questions, vous avez le choix. Soit vous avez une voix qui porte beaucoup, ou alors vous êtes au premier rang. Soit je me déplace pour passer le micro. Voilà. Très peu de questions, finalement. Alors, soit c'était très clair, soit on a des grands timides. Ah, parfait, bougez pas. Ah bah oui, voix qui porte, effectivement. Je force un peu, mais les questions concrètes, comment en fait convaincre son COMEX
de mettre un petit peu d'argent éventuellement dans un cabinet externe qui va aider justement à analyser cette partie cyber. Parce que moi je suis dans une boîte où on a racheté 4 entreprises là, en 15 mois. Moi dans l'équipe sécurité j'arrive du coup une fois que la boîte est rachetée. Donc les conditions de pré-closing, là j'ai bossé dessus justement. On m'a réveillé un vendredi soir, enfin réveillé, on m'a appelé un vendredi soir à 18h, on m'a dit lundi il y a le closing, sors-moi tout ce que tu peux sur le RGPD, les prérequis pour essayer de faire baisser la facture quand on va les racheter. Donc c'est un peu dommage d'arriver qu'à ce moment-là. Comment concrètement on peut convaincre le COMEX d'investir un peu plus en amont, parce qu'ils m'ont jamais me dire à moi, équipe cyber, d'intervenir et de venir avec eux dans la due deal. Ils ne vont pas me partager cette information-là. Quels sont les arguments que je peux leur donner pour qu'ils sécurisent un peu mieux cette partie en amont, via éventuellement investir avec un prestataire qui ferait des pentests ou qui ferait autre chose, hein. Je ne sais pas pour qui elle est. Sinon, elle est pour tout le monde, hein, mais je ne regardais pas. Sinon, j'avoue que moi, j'aurais une réponse. Alors, plutôt que de faire l'animation, mais je pense que ce qu'il faut mettre en valeur, c'est un peu les avantages et les enjeux dont on a discuté tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a à la fois le côté négociation et mettre en valeur le coût de la due diligence par rapport à ce qu'il pourrait gagner sur le deal en négociant sur la base des travaux qu'il y aura à faire. Donc il y a l'aspect un peu financier qui quand même, pour lesquels l'Exco a quand même une oreille. Faut pas se nier. Il y a l'aspect risque cyber où je pense que maintenant l'Exco est assez sensible à ce type de problématique en lui disant, alors évidemment ça dépend si vous intégrez les entreprises ou pas après, par la suite, donc ça va dépendre, mais leur montrer que potentiellement c'est un risque cyber pour le périmètre initial et montrer que voilà, il y a un malware qui pourrait se propager, etc. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes à mettre en valeur. Et puis ensuite, toujours sur une partie un petit peu optimisation, commencer à penser à l'intégration en amont du deal. Pareil, on est quand même sur une forme d'optimisation, soit financière parce qu'on va essayer d'aller plus vite et mieux parce qu'on va mieux cibler, et aussi, je pense, parler un peu de la cybersécurité, enfin l'intégration de la cybersécurité dans l'intégration. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé de la due diligence. Je pense qu'on aurait pu faire une autre table ronde juste sur le sujet de l'intégration cybersécurité, qui est aussi un sujet où il y a énormément de choses à dire, notamment j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Mais je pense que c'est aussi ça qu'il faut mettre en valeur, le côté la cybersécurité dans la due diligence, c'est important, mais aussi dans tout le process post-achat. Voilà. Et de manière générale, en fait, il faut toujours présenter les choses pas comme un coût, mais plutôt comme un investissement. Donc, c'est un investissement où il y a un ROI et un investissement au moment du prix. Donc, stratégie de négociation et stratégie, comme le dit Chloé, stratégie d'intégration. On gagne du temps pour l'intégration. D'une manière générale, alors je ne parle pas de votre entreprise que je ne connais pas, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une évolution où, en effet, je pense qu'il y a encore quelques années, on vous appelait la veille pour vous dire demain on connecte les réseaux, regarde le truc. Maintenant, de plus en plus, c'est quand même un peu plus pris en amont, et dans les grands groupes, il y a des équipes au sein de l'équipe. Enfin, il y a des gens qui font ça au sein de l'équipe cybersécurité, notamment dans les groupes qui sont assez acheteurs. Donc il y a des process. Ensuite, si on peut éviter de retarder le deal de 6 mois, c'est apprécié. Voilà, mais disons que les choses changent un peu, changent dans le bon sens. Voilà. Et enfin, pour recompléter, mais effectivement, ça peut aussi être intéressant de montrer la valeur de la sécurité comme enabler de l'intégration business, c'est-à-dire que on ne va pas positionner la sécurité comme un bloqueur au tout dernier moment parce qu'on ne l'aura pas intégré dès le début, mais dire la cybersécurité me permet de faire mon intégration en toute sérénité, je sais quel flux j'ouvre, je sais quel process je mets en place, et comme ça j'intègre en toute sérénité et je peux avoir une intégration qui est rapide. Voilà. Moi, je vais juste ajouter un truc, c'est juste d'un point de vue risque, on peut les décider sur le risque qu'on prend si on intègre une société qui a été mal évaluée d'un point de vue cyber. Si on récupère des infras qui sont bancales, si on récupère une société qui, au final, la moitié de ses codes sont exposés, où il y a des credentials, où il y a peut-être des attaquants qui sont déjà présents, je pense que le risque encouru et les coûts du coût de remédiation vont être supérieurs à celui d'une due diligence. Donc, c'est vraiment comment décider un COMEX, c'est est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez évalué le risque d'une mauvaise intégration ou d'une intégration d'un acteur qui a été dont l'analyse a été bâclée en fait? Merci.
réponse très complète pour le coup. Ah, ça a donné envie à d'autres. Parfait. Dans vos expériences respectives, il y a des outils qui ont été plus ou moins utilisés, de type ISO 27000 ou NIST, ou il y a des outils qui sont plus adaptés pour réaliser ce genre d'audit? Alors, je veux bien aussi. Bon, mais vas-y, Vincent. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment, il ne faut pas arriver les mains dans les poches, il faut avoir un peu un cadre. Mais ensuite, ça peut être l'ISO, ça peut être le NIST, ça peut être le guide d'hygiène de l'ANSSI, qui aujourd'hui sont à peu près les 3 référentiels. Mais de toute façon, on n'est pas, c'est pas l'inspection d'une banque qui débarque pendant 3 mois avec 10 inspecteurs et qui passe tout au peigne fin et qui obtient ce qu'elle veut parce que c'est l'inspection. C'est, comme on l'a dit, des gens qui sont pas au courant, des gens qui sont sous l'eau. Donc, si vous arrivez avec votre référentiel, vous allez avoir plein de vides. Voilà, et ça sera pas forcément, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le prendre parce que c'est assez frustrant et ça vous fait perdre du temps. Donc oui, ensuite Hervé en a parlé. Il y a la sensibilisation, il y a la carte des risques, il y a la roadmap. Moi par exemple, je suis assez attentif au fait de savoir est-ce que les risques sont identifiés, est-ce qu'il y a une roadmap. Et parce que c'est quand même le cœur du truc. Hein. Est-ce que les risques sont identifiés? Est-ce que le COMEX s'est saisi du sujet? Est-ce qu'il y a une roadmap? Est-ce qu'il y a des gens pour le faire? Est-ce qu'il y a du budget pour le faire? Voilà. Et ensuite, on peut rentrer dans les détails, mais c'est vraiment... moi, c'est à ce niveau que je prends les choses, parce que là, on peut avancer sans trop de difficultés. Oui, aligner effectivement, à moins que l'entreprise qui est en jeu ait déjà une certification, et dans ce cas très bien, ou est déjà un standard NIST, et dans ce cas très bien, effectivement ça va plus se jouer au nez, et après je pense qu'il faut aussi accepter cet inconfort, comme on en a parlé tout à l'heure, et se préparer au day one en disant, une fois qu'on a une vue quand même macro et qu'on a notre nez qui a fonctionné, se préparer avec un petit plan d'action pour day one pour être complètement prêt et là faire nos audits, faire nos standards, etc. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est pas le cas... dans ce cas, je vous propose de nous arrêter là. Merci à tous, et en particulier à vous 4, pour votre participation à cette table ronde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée ici. Oui. 4h, 4h. Merci. Merci.